Bienvenue sur France 24 si vous nous rejoignez. 18h30 à Paris, à la une de l'actualité, un membre présumé du commando impliqué dans l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi a été interpellé ce matin à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Il a été placé en détention judiciaire. Il pourrait être extradé vers la Turquie. Vladimir Poutine et Joe Biden en face à face, mais virtuellement, pour tenter d'éviter une escalade militaire en Ukraine. Le président américain veut marquer ses lignes rouges stratégiques. Washington accuse Moscou de masser des troupes à la frontière avec l'Ukraine. Moscou reproche à Washington de ne pas s'opposer à la volonté de l'Ukraine de rejoindre l'OTAN. Enfin, des réfugiés Rohingyas ont déposé une plainte contre Facebook. Ils demandent 150 milliards de dollars d'indemnité au réseau social qu'ils accusent d'avoir laissé se propager des messages de haine visant cette minorité ethnique. Un membre présumé du commando impliqué dans l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi à Istanbul a été interpellé ce matin à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Il a été placé en détention judiciaire. Il sera présenté au parquet général de la Cour d'appel de Paris qui va lui notifier un mandat d'arrêt. Jamal Khashoggi, souvenez-vous, était très critique à l'égard du régime saoudien. Il a été assassiné dans les locaux du consulat d'Arabie saoudite à Istanbul le 2 octobre 2018 par un commando d'agents venus d'Arabie saoudite. Son corps démembré n'a jamais été retrouvé. On fait le point. L'arrestation a eu lieu dans la matinée de mardi à l'aéroport parisien de Roissy-Charles de Gaulle. Un Saoudien de 33 ans est interpellé par la police aux frontières alors qu'il s'apprête à embarquer pour rentrer dans son pays. Khalid Al-Otaibi ferait partie du commando venu de Riyad qui a assassiné le journaliste saoudien Jamal Khashoggi le 2 octobre 2018 dans le consulat du royaume à Istanbul. Un mandat d'arrêt international contre lui et ses complices présumés avait été émis par la Turquie. Actuellement en rétention judiciaire, il pourrait être extradé vers ce pays. Le meurtre et le démembrement du journaliste et opposant avaient provoqué une crise profonde entre l'Arabie saoudite et ses alliés occidentaux. Face aux accusations, notamment de la CIA, le prince héritier Mohammed Ben Salman a toujours nié être le commanditaire de ce crime. La justice saoudienne a condamné 8 membres présumés du commando, dont 5 à la peine capitale, ensuite commués en peine de prison. L'arrestation de ce mardi sur le territoire français intervient 3 jours après la visite d'Emmanuel Macron à Riyad. Une visite justement critiquée pour avoir remis sur le devant de la scène le régime à l'origine du meurtre de Jamal Khashoggi. Vladimir Poutine et Joe Biden en face à face virtuellement pour tenter d'éviter une escalade militaire en Ukraine. Le président américain veut marquer ses lignes rouges stratégiques. Washington, l'OTAN et Kiev accusent Moscou de masser des troupes à la frontière avec l'Ukraine. Moscou reproche à Washington de négliger ses propres préoccupations, notamment la volonté de l'Ukraine de rejoindre l'Alliance Atlantique. On retrouve tout de suite Gulliver Krag, notre correspondant dans la région à Kiev. Gulliver, bonsoir. D'abord, qu'attend le président ukrainien de cette rencontre Biden-Poutine ? Alors, le ministre des Affaires étrangères ukrainien Dmytro Kuleba a dit qu'il ne s'attendait pas à des annonces très dramatiques, que ce serait après cette rencontre que les équipes des deux présidents travailleraient ensuite sur le dossier. En vérité, on peut peut-être dire que les Ukrainiens s'inquiètent un peu moins peut-être des Américains de la possibilité d'une invasion à grande échelle par les forces armées de la Russie, de l'Ukraine. On peut toujours trouver des responsables ukrainiens qui disent qu'ils ont peur de cela. Personne ne dit que c'est complètement à exclure, mais plutôt ils pensent qu'une telle forme d'invasion ne serait pas la bonne stratégie pour Vladimir Poutine pour atteindre ses buts, puisque les Russes souffriraient des pertes militaires assez significatives. Il y aurait des sanctions beaucoup plus importantes de la part de l'Occident. Il y aurait aussi un soutien militaire, sans doute, des pays de l'Occident à l'Ukraine, qui est exactement ce que Vladimir Poutine veut éviter. Mais les Ukrainiens ne s'inquiètent, c'est pas que les Ukrainiens ne s'inquiètent pas, ils s'inquiètent plutôt que ce que la Russie veut faire, c'est mettre de la pression sur l'Occident par ce chantage, par ces menaces, par ces armées massées de l'autre côté de la frontière, mais que ce qui se passerait en réalité, c'est plutôt une escalade du conflit dans le Donbass à plus petite échelle et toujours sous couvert de ces soi-disant républiques séparatistes qui sont sous le contrôle de Moscou, et que cela
serait fait dans l'intention de mettre de la pression sur le président ukrainien, justement, Volodymyr Zelensky, de faire des concessions, peut-être d'appliquer l'accord de paix de Minsk de la manière dont la Russie voudrait le voir accepté et pas dans l'interprétation de l'Ukraine. Et ce que les Ukrainiens attendent des États-Unis, de Joe Biden, c'est qu'il fasse comprendre à Vladimir Poutine que ça non plus, ce ne sera pas acceptable et que le soutien des États-Unis à l'Ukraine, ce n'est pas uniquement dans les mots, mais que c'est bien réel et que l'Ukraine a autant d'importance pour les États-Unis que pour la Russie, parce que Vladimir Poutine, visiblement, il est convaincu que l'Ukraine est cruciale pour la Russie d'une manière qu'elle n'est pas cruciale pour les États-Unis. Merci beaucoup Gulliver. Gulliver Krag en direct de Kiev. La Chine a exprimé sa colère après l'annonce par les États-Unis d'un boycott diplomatique des Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Les États-Unis enverront leurs athlètes, mais aucun représentant diplomatique en raison des violations des droits humains par la Chine, particulièrement dans la région du Xinjiang. La France a pris bonne note de l'annonce de ce boycott diplomatique et va se coordonner, dit-elle, avec les autres pays de l'Union européenne. 71 journalistes ouïghours sont en détention en Chine, selon Reporters sans frontières. On fait le point. Devant la tour olympique de Pékin, des jeunes s'exercent à leur sport. Ils ne digèrent pas l'annonce d'un boycott diplomatique des Jeux olympiques d'hiver par Washington. Dans le contexte actuel de pandémie, il y a peu d'événements sportifs. Cette situation est généralisée. Par conséquent, c'est une bonne chose d'organiser les Jeux olympiques d'hiver, non? Pourquoi boycottent-ils? Je pense que l'Amérique manque de respect aux athlètes. Ils se sont entraînés pendant de nombreuses années et puis les États-Unis disent très simplement que leurs diplomates ne participent pas, ce qui montre que le gouvernement américain est lâche. Mais ils ne pourront jamais boycotter la grandeur de la Chine. Le ministère des Affaires étrangères, lui, menace les États-Unis de mesures de rétorsion, sans dire lesquelles. Le mensonge du siècle fabriqué par les États-Unis sur le prétendu génocide au Xinjiang est depuis longtemps démasqué par les faits. La tentative des États-Unis d'interférer avec les Jeux olympiques d'hiver de Pékin par préjugés idéologiques, sur la base de mensonges et de rumeurs, ne fera que révéler les sinistres intentions de la partie américaine. Washington a annoncé lundi vouloir n'envoyer aucun représentant officiel lors des Jeux olympiques d'hiver à Pékin. Les athlètes américains, en revanche, participeront bien aux compétitions. Un boycott diplomatique pour protester contre ce que la Maison-Blanche qualifie de génocide et de crimes contre l'humanité contre les Ouïghours. Plusieurs ONG, dont Human Rights Watch, ont salué la décision américaine. Dans la foulée, la Nouvelle-Zélande a annoncé boycotter à son tour diplomatiquement les Jeux. D'autres pays pourraient également suivre l'exemple américain. En Californie, une plainte a été déposée par des réfugiés Rohingyas contre Facebook. Ils demandent 150 milliards de dollars d'indemnité au réseau social qu'ils accusent d'avoir laissé se propager des messages de haine les visant. On fait le point avec Florent Rodeau et Yuka Royer. Facebook a-t-il poussé certains utilisateurs à se radicaliser, favorisant ainsi le génocide des Rohingyas? Oui, clame un groupe de réfugiés issus de cette minorité musulmane persécutée en Birmanie à partir de 2017. Dans sa plainte déposée en Californie, il accuse le réseau social d'avoir favorisé la désinformation et les idéologies extrémistes, avec pour conséquence des actes violents dans le monde réel. Facebook est comme un robot programmé avec une unique mission, se développer. La réalité indéniable est que la croissance de Facebook, nourrie par la haine, la division et la désinformation, a laissé dans son sillage des centaines de milliers de vies de Rohingyas dévastées. Et ces accusations ne sont pas nouvelles. En 2018 déjà, des experts des droits de l'homme des Nations Unies avaient déclaré que Facebook avait joué un rôle déterminant dans la propagation des discours de haine en Birmanie. Auditionné par le Congrès américain, Mark Zuckerberg avait alors promis d'agir. We're standing up a product team to do specific product changes in Myanmar and other countries that may have similar issues in the future to prevent this from happening. Il y a quelques semaines, la lanceuse d'alerte française Saogen l'assure à son tour. Facebook encourage les discours de haine dans le but de dégager des profits. Ancienne employée du géant américain, elle l'accuse aussi de ne pas investir assez dans la modération des contenus écrits dans les autres langues que l'anglais. Oui.
Au Royaume-Uni, un lanceur d'alerte énumère des insuffisances dans la façon dont il a géré l'évacuation de Kaboul. Il a depuis démissionné du ministère britannique des Affaires étrangères. La commission des Affaires étrangères du Parlement britannique a tenu cet après-midi une audition sur le rôle du Bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth dans le retrait des troupes. Julien Gall et Peter O'Brien. Dysfonctionnel et chaotique. Ce sont les mots d'un ancien diplomate britannique pour définir les méthodes de travail de son pays au moment où les talibans entraient dans Kaboul. Raphaël Marshall était chargé de rapatrier les personnes vivant en Afghanistan et considérées comme à risque en raison de leur lien avec le Royaume-Uni. Il affirme qu'entre 75 000 et 150 000 personnes ont demandé de l'aide, mais que moins de 5% en ont reçu. Il ajoute avoir été le seul membre du personnel à traiter les mails que recevait son service le 21 août dernier, au plus fort de la crise en Afghanistan. Le vendredi en début d'après-midi, aucun mail n'avait été lu. Le nombre de mails non lus se chiffrait déjà en milliers, je crois au-dessus de 5000, et ça augmentait constamment. Malgré l'urgence de la situation, Raphaël Marshall explique que les journées de travail de 8 heures étaient strictement respectées, qu'aucune personne n'a travaillé de nuit pendant 5 jours consécutifs. Il dénonce le manque de connaissances de son équipe sur l'Afghanistan, précisant qu'aucun employé ne parlait de langue afghane. Enfin, il évoque de nombreux problèmes informatiques, comme lors de cette journée où 8 personnes ont partagé un seul ordinateur, car ils n'avaient pas reçu leur mot de passe. Le ministre britannique des Affaires étrangères de l'époque, Dominic Raab, est lui accusé d'avoir retardé plusieurs évacuations urgentes. Certaines personnes qui n'ont pas pu quitter l'Afghanistan ont depuis été assassinées par les talibans, affirme le lanceur d'alerte. De son côté, le gouvernement britannique se défend et répond que l'évacuation de 15 000 personnes avait été la plus importante depuis des générations. En Éthiopie, le gouvernement a affirmé avoir repris les villes stratégiques de Dessi et de Kombolcha dans le nord du pays. Les rebelles tigréens avaient revendiqué s'en être emparés il y a un mois et se trouvaient à 220 km d'Addis Abeba. Mais depuis que le Premier ministre Abiy Ahmed a assuré qu'il dirigerait les opérations sur le terrain, son gouvernement a revendiqué depuis une série de victoires contre les rebelles. On dit que l'Éthiopie ne sera pas vaincue parce que nous comptions sur vous. La plupart des zones de la région Amara, la totalité des villes de Shewa, Bati et la zone spéciale de Kémis, certaines parties de Wello, le sud de Gondar, mais aussi la totalité d'Afar ont été libérées. Nous continuerons de la même manière dans les villes qui nous restent à reconquérir. Rien ne nous arrêtera. Nous allons frapper l'ennemi et nous allons gagner. Actualité en France, le protocole sanitaire est rehaussé au niveau 3 dans les écoles primaires avec le port du masque dans les classes mais aussi dans les cours de récré, la limitation des sports de contact et une nouvelle organisation du temps à la cantine. On fait le point avec nos confrères de France 3. Je vous rappelle que le masque est obligatoire sur la cour. Masque obligatoire dans la cour, la mesure est désormais étendue à toutes les écoles primaires. En Loire-Atlantique, les élèves avaient déjà repris cette habitude depuis le 8 novembre, pas toujours évident. C'est gênant quand on court dans la cour de récréation. J'arrive pas à expirer et même aussi, quelquefois, c'est quand le nez coule, ça me gêne un peu. En région parisienne, ce matin, l'annonce divise les parents. L'avantage, il fait froid, ça les protège aussi du froid. Donc, en tout cas, ce qu'elle m'avait dit ce matin, maman, j'ai froid, je mets le masque. Donc voilà. C'est très compliqué pour eux de gérer ça. Moi, je sais que mon fils il a eu du mal avec le masque. On a demandé aussi un aménagement au début parce qu'il a du mal à respirer. Port du masque aussi et distanciation pendant les cours de sport en intérieur. Autre changement à la cantine. Les élèves devront déjeuner par classe pour éviter les brassages. Forcément, ça allonge le temps de restauration. Et puis, quand les locaux sont petits ou pas forcément ou moins adaptés, voilà, ça peut effectivement complexifier l'opération. Mais bon, on l'a déjà fait, hein, donc on va remettre en place les protocoles qui avaient déjà eu lieu il y a quelques mois. En revanche, pas de retour à la fermeture de classe au premier cas de Covid. Et le danger est là pour les syndicats enseignants.
On a une contamination très importante, plus de 33 000 élèves contaminés la semaine dernière. Et nous demandons toujours au ministre de revenir au protocole qui permettait de fermer la classe dès le premier cas de Covid. Parce qu'on a vu la semaine dernière des enfants qui étaient négatifs à J0 ou à J+1 et qui devenaient positifs dans la semaine. Le renforcement du protocole sanitaire dans les écoles permet pour l'instant au gouvernement d'écarter l'idée de vacances anticipées. En bref, sachez qu'il est quasiment certain que le variant Omicron ne cause pas de cas plus graves de Covid-19 que le Delta. C'est en tout cas ce qu'a déclaré à l'AFP Anthony Fauci, le super chef médical de Joe Biden. Il a ajouté également qu'il faudra encore attendre 2 semaines au moins pour savoir s'il est moins dangereux que le Delta. Tous ces sports.